La Lorraine et l'Est de la France transformés en patinoire ce matin à cause du verglas, carambolage en série, fermeture d'autoroute et des piétons, les 4 fers en l'air. Et pendant ce temps-là, la Terre se réchauffe, les scientifiques confirment, Paris aura bientôt le climat de Toulouse, en cause la pollution de l'air. Cagnotte record pour le loto en Grande-Bretagne, tout le pays joue, il y a 300 millions de francs à gagner ce soir. En exclusivité sur ce plateau de France 2 dans quelques instants, Al Pacino. La star américaine est à l'affiche avec Robert De Niro d'un film policier à grand spectacle, Hit, le face-à-face entre un policier et un gangster, 2 êtres solitaires et passionnés. Ce sera à la fin de ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. 2 semaines après la mort de 14 membres de la secte du Temple solaire, cet après-midi avait lieu à Morzine, en Haute-Savoie, les obsèques de la femme et d'un des fils du champion de ski Jean Vuarnet, tous deux disparus dans ce suicide collectif et mystérieux. Benoît Gadret, Philippe Évêque. La terrible douleur mêlée d'incompréhension d'une famille. Jean Vuarnet, entouré de ses 2 fils, Alain et Pierre. Dans la petite église de Morzine, côte à côte, les cercueils d'Édith Vuarnet et de son fils, Patrick, disparu à l'âge de 28 ans. 2 photos souvenirs, des visages dont l'expression contraste avec la mort violente des 2 adeptes de la secte. Une célébration émouvante marquée par l'hommage de 2 fils à leur mère. Le curé, lui, a lancé un appel au discernement face au mirage entretenu par les faux prophètes et les bergers mercenaires. Plusieurs centaines de personnes assistaient aux obsèques. Les Vuarnet sont des enfants du pays. Édith fut à 3 reprises championne de France de ski. Cet enterrement est le premier de ceux des 16 victimes du massacre du Vercors. À Grenoble, les gendarmes poursuivent leur enquête. Ils tentent notamment de faire parler les téléphones portables et les alphapages retrouvés dans les voitures garées à proximité du lieu du drame. Les enquêteurs pensent en effet que quelques heures avant le massacre, une personne a donné le signal aux autres membres de la secte pour effectuer le dernier voyage. La question étant de savoir si ce disciple fait partie ou non des victimes. Poursuivant notre enquête sur ces sectes qui attendent l'apocalypse pour se sacrifier et parfois à la devance, nous vous présentions hier soir la communauté du Grand Logis installée dans la petite ville de Villedieu en Charente-Maritime. Dans ce reportage, un père a reconnu sa fille parmi les adeptes. Vincent de Guyenne, Jean-Paul Chapelle. Dans sa boîte à lettres hier, Philippe Loos a trouvé des nouvelles de ses 2 filles. Enfin. Il n'en avait pas eu depuis 5 ans, depuis que Fabienne et Géraldine ont rejoint avec leur mère la communauté du Grand Logis. Elles ont 24 et 25 ans et en guise de nouvelles, elles lui écrivent des banalités. Il fait beau, les oiseaux chantent, les fleurs sont belles, il y a eu des petits lapins, mais bon, ça se résume à ça. Le Grand Logis a joint à ses lettres un message disant de ne pas s'inquiéter. Mais tout ce que Philippe Loos sait de la vie de ses filles se résume à quelques images dans un reportage télévisé. Dans la cuisine où les femmes s'affairent, pas d'interview autorisée, pas un mot. Au Grand Logis, on aime le silence. Et Bernard Briot, l'ancien chercheur du CNRS qui dirige la communauté, reste plus que discret sur leur mode de vie. Vos plantes sont ici, là. On a dit qu'on ne faisait pas d'enregistrement. D'accord. Ce dont on est sûr, c'est qu'ils fabriquent des produits à base de plantes et qu'ils attendent l'apocalypse imminente sereinement parce qu'ils s'y préparent. Mais pas question pour les adeptes de s'écarter du chemin. Il est cité que toute personne qui trahirait le logis risquerait sa vie terrestre. Ça, c'est écrit. Après les inquiétants événements de l'ordre du Temple solaire, Philippe Loos pense que ces lettres n'arrivent pas aujourd'hui par hasard. Elles ne l'ont pas rassuré et il continuera de se battre pour la dissolution du Grand Logis avec 2 autres pères inquiets comme lui. La grande glissade ce matin dans les 4 départements lorrains et dans une moindre mesure dans tout l'est de la France. Les carambolages en série, beaucoup de tôles froissées, quelques blessés. La situation est redevenue presque normale cet après-midi, mais les risques sont réels pour la nuit prochaine. Ludovic Fossard, Sylvain Gauthier. 1, 2, 3, raté. Journée décidément difficile pour les habitants de l'Est de la France. Voitures dans le fossé par dizaines et piétons mal assurés par centaines. Le verglas a causé bien du souci aujourd'hui à l'Alsace et la Lorraine. Mais le verglas a aussi été à l'origine d'accidents beaucoup plus graves. Ici, par exemple, le chauffeur d'un car par chance sans passager a perdu le contrôle de son véhicule, blessant grièvement 2 personnes aux jambes. Les automobilistes ont en fait été surpris par la pluie verglacée qui s'est abattue vers 4-5 heures du matin sur la Lorraine, causant accidents en pagaille, heureusement plus souvent matériels que vraiment graves.
J'ai failli avoir un accident tout à l'heure parce qu'il y avait un accident sur le côté et il y a un camion qui a fortement freiné devant moi. J'arrivais un peu vite, c'est un fait, mais j'ai ralenti et j'ai réussi à éviter l'accident de justesse, quoi. Ah oui, ça glissait vachement, ouais. Puis celui de derrière, un Hollandais, il s'est pas arrêté, roulait trop vite, boum, carton. La circulation a donc été très difficile. Les autoroutes ont dû être bloquées entre Metz et Nancy et entre Strasbourg et Metz dans la matinée. En Alsace, l'aéroport de Strasbourg a même été fermé pendant 1h30. Tout est cependant redevenu normal sur les grands axes en début d'après-midi, mais toujours délicat sur les axes secondaires. Prudence donc, surtout qu'une nouvelle perturbation est attendue pour ce soir sur la Moselle et le Bas-Rhin. Elle devrait rendre les routes très glissantes dès cette nuit. L'Allemagne, elle aussi, subit en ce moment une vague de froid et l'on patinette aujourd'hui sur la rivière qui traverse la ville de Hambourg. Plusieurs dizaines de milliers de personnes s'en donnaient à cœur joie. La rivière n'avait pas gelé de cette façon depuis 5 ans au moins. Depuis le 1er janvier 1996, les nouveaux contrôles techniques pour les automobiles en France sont appliqués. Pour l'instant, on n'enregistre que peu de dérapages sur les tarifs de ces contrôles qui se sont renforcés. En revanche, on s'aperçoit que ces contrôles ont leurs limites, notamment à propos des voitures diesel. Reportage à Bordeaux, Philippe Marinet. Le contrôle technique version 96 coûte plus cher, 10% en moyenne dans la région bordelaise, soit 30 à 40 francs d'augmentation, accepté de bonne grâce par des clients surtout préoccupés par l'ampleur des réparations qui pourraient suivre. Je trouve ça normal qu'on contrôle certaines voitures parce que c'est vrai qu'il y en a qui roulent dans un état plutôt catastrophique, mais je ne sais pas si tous les points contrôlés sont vraiment essentiels à la sécurité. De 15 organes mécaniques à conserver impérativement en parfait état de marche, on est passé à 31. Mais la grande nouveauté, c'est le contrôle pollution des véhicules diesel. Et là, tout le monde n'est pas d'accord. Une mécanique à 265 000 comme la mienne, par exemple, supportera très mal une montée en régime très haute et pendant un certain temps indéterminé. Vous savez de quoi vous parlez? Vous êtes mécano? Je suis mécanicien, je suis dans la partie et je sais ce que je dis quand même. Ce client est en effet bien informé puisque le responsable du centre confirme le danger encouru par les moteurs diesel à fort kilométrage. Le problème vient en fait que le moteur a trop de kilomètres et que comme il nous faut le monter à très haut régime à 3 reprises, sans être en charge, donc il y a risque de rupture de moteur. Et donc là vous prenez la décision de ne pas le faire? Là je prends la décision de ne pas le contrôler. Enfin, diesel ou pas, il est fortement recommandé d'inspecter son véhicule afin de détecter et réparer préventivement les plaies et les bosses. Là, c'est pas grave, le clignotant marche. Oui, il marche, mais il est cassé. Et alors? Si vous ne le remplacez pas, c'est une contre-visite. De même que votre rétroviseur. Si vous ne le remplacez pas, c'est une contre-visite. Ça fait partie des nouveautés, ça? Ça fait partie des nouveautés, oui. Pas le clignotant, mais le rétroviseur, oui. Un rétro mal fixé et c'est la réparation obligatoire. N'oubliez pas qu'il faudra ensuite revenir au centre, faire constater la réparation. Il en coûte de 50 à 150 francs. Bref, à la CFDT, les adversaires de Mme Nicole Notat, qu'ils jugent un peu trop proche du gouvernement, continuent de se développer. Cet après-midi, la Fédération des transports a demandé la tenue d'un congrès extraordinaire du syndicat. En revanche, la Fédération du secteur de la santé, CFDT, proteste contre ces manœuvres de déstabilisation, je les cite. Situation toujours tendue à Marseille au 31e jour de la grève des transports publics. À peine 5% des bus étaient en circulation aujourd'hui, malgré le déblocage de tous les dépôts. Des incidents ont eu lieu même ce matin entre forces de l'ordre et grévistes et toutes les négociations sont pour l'instant interrompues. Combien de fois n'a-t-on pas répété un peu hâtivement parfois que la Terre se réchauffait? Cette fois-ci, l'information se confirme. Depuis la création de la météo, il y a 150 ans maintenant, l'année 1995 a été la plus chaude en France jamais enregistrée. La pollution, résultat des activités de l'homme, fait fondre la banquise et demain ou après-demain, le climat d'une ville comme Paris ressemblera à celui de Toulouse. José Blanc-Lapierre, Frédéric Pasquette. Paris-Plage, c'est pour bientôt. Au tour des Parisiens de porter robe légère et chapeau de paille presque toute l'année. D'après les prévisions, le climat de Toulouse s'installerait dans la capitale. On peut commencer à y croire. Le réchauffement de la planète aurait commencé. Année de lancement, 1995, la plus chaude depuis 150 ans. Autre signe du coup de fièvre de la planète, octobre plus doux que septembre. Mais des océans plus chauds, cela donne aussi des cyclones plus nombreux, plus violents. Louis, à Saint-Martin, a été le plus puissant du siècle. Et quand le mercure monte, la glace fond. Depuis 100 ans, les glaciers des Alpes ont perdu les 3/4 de leur volume. Aujourd'hui, les scientifiques se prononcent, les responsables, c'est nous.
Maintenant, les scientifiques sont tous d'accord pour effectivement dire que l'homme modifie le climat par les nombreux gaz d'origine industrielle qu'il rejette du fait de son activité économique et que ces rejets sont maintenant suffisamment importants pour supplanter, pour effacer la variation naturelle et imposer cette variation due uniquement à l'homme. Fumée d'usine, gaz d'échappement, mais aussi méthane, azote issu de l'agriculture, 30% de plus dans l'atmosphère depuis 100 ans. Un trop-plein en forme de couvercle au-dessus de la Terre qui piège les rayons du soleil, c'est l'effet de serre. Une serre sous laquelle il va faire chaud. 2 à 4 degrés de plus d'ici un siècle. Suffisant pour chambouler notre planète et inquiéter les climatologues qui demandent au gouvernement d'agir et de réduire la pollution. Un cri d'alarme pour éviter l'avancée du désert, la dérive de la banquise, la montée des eaux et peut-être le Médoc en Bretagne. 2 attentats la nuit dernière en Corse visant directement des personnalités de la magistrature ont fait des dégâts heureusement matériels. Les 2 bombes avaient été placées devant l'appartement du président du tribunal de grande instance de Bastia et dans la cage d'escalier de l'immeuble où habite un juge de ce même tribunal de Bastia. Marie-Pierre Samitier. Des dégâts importants au domicile du président du tribunal de grande instance de Bastia. La charge, évaluée à 200 grammes, a donc détruit l'entrée du domicile du président Gouzen. Le magistrat, actuellement en vacances sur le continent, avait prêté son appartement à des amis qui, heureusement, n'étaient pas là au moment de la déflagration. Au même moment, vers 23h30, une seconde explosion a détruit un autre appartement, voisin de celui du juge Spazzola à Lupiano, au nord de la Corse. À ces 2 attentats, il faut ajouter celui d'hier après-midi en Corse du Sud. Ces attentats n'ont pas été revendiqués, mais cette inscription au camp de vacances de l'armée de l'air, au Cap Corse, laisse entendre qu'ils émanent de l'ex-FLNC Canal Historique. Celui du camp de vacances, particulièrement violent, a été l'œuvre d'une dizaine d'hommes cagoulés qui ont laissé là une charge de plastique de plusieurs dizaines de kilos. Tous ces attentats visent des responsables de l'État, alors que le journal Libération affirme ce matin que des négociations secrètes ont lieu entre les terroristes et l'entourage proche du président de la République. D'autre part, le ministre de l'Intérieur Jean-Louis Debré doit se rendre en Corse dans les prochains jours, probablement avant le 15 janvier. L'actualité internationale, les Palestiniens ont enterré aujourd'hui Yeha Ayash, victime d'un attentat hier à Gaza. Ce Palestinien du mouvement intégriste Hamas était considéré comme l'ennemi public numéro 1 par les Israéliens qui sont soupçonnés de l'avoir abattu. Spécialiste des explosifs, il serait à l'origine des attentats les plus sanglants ces derniers mois en Israël. Une foule très nombreuse a assisté ce matin à l'enterrement en criant vengeance. Charles Anderlin à Jérusalem. C'est ainsi que les islamistes de Gaza ont fait leurs adieux à Yeha Ayash, leur héros. On n'avait pas vu une telle foule à Gaza depuis des mois. Elle scande la profession de foi islamique, il n'y a de Dieu que Dieu et Mohammed et son prophète. Mais aussi le Hamas et le sang d'Ayash, vengeance, Pérez prépare des cercueils. Dans le cimetière, les militants du commando Azzedine el-Qassam, la branche armée du Hamas, se sont fait discrets. Ils ne veulent pas être repérés par la police palestinienne omniprésente. Les circonstances de la mort d'Ayash sont toujours aussi mystérieuses. On ne sait pas qui lui a fourni un téléphone portable piégé. En tout cas, pendant ces obsèques, des familles israéliennes expriment leur satisfaction. Rina Ben Chaim a perdu sa fille Sarah le 21 août dernier dans un attentat préparé par Yeha Ayash. Depuis, je comptais les jours. Que ceux qui ont fait cela soient bénis. Beaucoup de familles ont perdu un proche et portent encore le deuil. À Gaza, avant de s'évanouir, la mère d'Ayash a dit aux militants « Mon fils est à vous ». Il faut craindre un nouveau cycle de violence car le Hamas promet vengeance, il promet de nouveaux attentats anti-israéliens. Il faut dire que les mouvements intégristes ont pu mobiliser leurs troupes après la mort de Yeha Ayash, et cela à 15 jours des élections palestiniennes. Un soldat français a été légèrement blessé ce matin à Sarajevo au cours d'une patrouille. Le militaire a été touché à la cheville par l'explosion d'une mine ou d'un obus, on ne sait pas, qui n'avait pas encore été désamorcé. À l'occasion des fêtes de l'Épiphanie dans la basilique Saint-Pierre de Rome ce matin, le pape Jean-Paul II, rétabli de ses ennuis de santé de ces derniers jours, a ordonné 14 évêques d'Amérique du Sud, d'Europe et d'Afrique. Cela se passait ce matin à la cathédrale Saint-Pierre de Rome.
La fièvre du samedi soir en Grande-Bretagne. En ce moment même, on procède au début du tirage du loto. Il n'y a pas eu de gagnant depuis 15 jours et la cagnotte se monte ce soir à plus de 300 millions de francs. Les Anglais ont fait la queue aujourd'hui pour tenter de se procurer le ticket gagnant et certains ont même fait le trajet du continent, de France, de Belgique et d'ailleurs. Maryse Burgot à Londres. La fièvre du jeu s'est aujourd'hui emparée de toute la Grande-Bretagne. C'est simple, dans certains endroits de Londres cet après-midi, il fallait compter à peu près 1 heure de file d'attente pour pouvoir acheter son ticket de loto. 40 millions de livres, soit plus de 300 millions de francs à gagner. Cagnotte record pour une affluence record. Tous les Anglais, ou presque, vont jouer. Je vais gagner et ce ticket est le ticket gagnant. Il y a quelque chose d'un peu horrible dans tout ça, mais je joue quand même. Je ne sais pas bien pourquoi je joue, mais je joue comme tout le monde. D'habitude, je ne joue jamais, mais là, je fais comme 90% des gens, je joue. Voilà donc ce qui fait aujourd'hui courir les Anglais et même quelques Français un gros tas de livres sterling. C'est clair, les Anglais étaient aujourd'hui sur une autre planète, la planète Loto. Une machine à rêve gérée en Grande-Bretagne par un consortium privé. À grand renfort de publicité dans les journaux et à la télé, on répète à tous que ce soir la chance pourrait être là. Qui sait, ce pourrait être vous. Nous avons fait comme 90% des Anglais, nous avons acheté notre ticket. Selon nos calculs, l'équipe de France 2 a une chance sur 14 millions de l'emporter. Et l'ambiance aidant, nous sommes à 2 doigts d'y croire un peu. Qui sait? Inauguration aujourd'hui de la plus grande télécabine du monde d'un seul tronçon, 5 km de long, 1500 mètres de dénivelé. Cette télécabine relie la commune d'Orel, dans la vallée de la Maurienne, en Savoie, au domaine skiable de Val Thorens. Bruno Ledreff. En montant dans la télécabine, il ne faut pas oublier les skis, même s'il n'y a pas de neige. C'est normal, altitude de départ, 880 mètres. Mais on monte vite et loin, 5 km de long pour atteindre 16 minutes plus tard, 2300 mètres d'altitude et la neige de l'un des plus grands domaines skiables au monde, celui des Trois-Vallées, Méribel, Courchevel et Ménuire. Les travaux ont coûté 66 millions de francs, financés à 75% par la toute petite commune d'Orcel, 350 habitants. Les touristes en ont profité dès aujourd'hui, les habitants de la Maurienne aussi. C'est merveilleux parce que pour moi qui suis âgé, je montais l'été, mais quand j'arrivais ici, j'étais crevé. Tandis que là... Là, c'est moins fatigant, mais un peu plus cher, de 175 à 215 francs pour monter dans la plus grande télécabine au monde. Football, Coupe de la Ligue, cet après-midi, les Marseillais qui évoluent en seconde division ont battu Saint-Etienne, première division, 2-0. Le match a été émaillé d'incidents entre supporters stéphanois et marseillais. François Brabant. Pour mettre le feu à un match, il y a 2 écoles. La mauvaise d'abord, celle des supporters des 2 équipes. Échange de fumigènes, jet de fauteuils, tir de fusée entre Stéphanois et Marseillais, ça a failli dégénérer. Le match a même dû être interrompu quelques minutes en première mi-temps, plus moyen de respirer à cause des gaz lacrymogènes. Heureusement, ça n'a pas duré, en tout cas pas dans les tribunes, car sur le terrain, il y a eu le feu aussi, et ce sont les Marseillais qui l'ont mis. 15e minute, but d'Hernandez, 1-0 pour Marseille. Et en deuxième période, même scénario. À peine 10 minutes après la reprise, Cascarino, seul au deuxième poteau, reprend un centre venu de la gauche. 2-0, c'est presque fini. Fini parce que le score en restera là. Presque parce que l'OM a bien failli marquer 2 fois de plus. Sur cette tête de Cascarino d'abord. Puis sur ce dégagement de Coupé et de toute la défense de Saint-Etienne, repris instantanément par Marcel Dib, de très peu à côté. Finalement, l'OM deuxième division élimine Saint-Etienne, première division de la Coupe de la Ligue, à Marseille. Le feu sacré n'est pas près de s'éteindre. 8e étape du Dakar entre Attar et Zouérat en Mauritanie. Un parcours particulièrement difficile dans les dunes et les pierrailles. Le Français Pierre Lartigue, que vous voyez sur ces images, sur Citroën, a conservé sa première place en terminant 4e, même s'il s'est un petit peu perdu au cours de cette étape. Le vainqueur du jour est l'équipage Mazioka Fontenay sur Mitsubishi. Dans la catégorie moto, Orioli conserve la première place. L'Italien Meoni a remporté l'étape. Demain aura lieu à Cardiff, au Pays de Galles, la finale de la première Coupe d'Europe de rugby entre Cardiff et le Stade Toulousain. La rencontre aura lieu sur une pelouse mythique pour les rugbymen, l'Arms Park, une pelouse jalousement gardée par ses jardiniers. Christophe Duchiron, Hervé Pozzo. Là, ce sont les chaussures que vous voyez.
Eh bien, figurez-vous qu'au Pays de Galles, on ne fait pas toujours ce que l'on veut. Là comme ailleurs, il y a des pelouses qui sont interdites. Keep off the grass. Keep off the grass en anglais, on ne marche pas sur l'herbe. Ce barbu sympathique ne rigole pas avec le règlement. C'est normal, c'est Tony le jardinier en chef de l'Arms Park de Cardiff. Ça, Tony, il le bichonne son gazon gallois. Tony, c'est un peu le gardien du temple, l'Arms Park et ses chants de supporters qui arrachent des larmes aux joueurs du Pays de Galles. Parfois, je regarde la pelouse avant que les joueurs ne viennent jouer. C'est parfaitement plat, c'est magnifique, c'est beau. Alors là, je fais un vœu. S'il vous plaît, ne l'abîmez pas, ne jouez pas dessus. Là, ce que vous voyez, ce sont encore mes chaussures. Mais alors là, vous l'aurez compris, avec la pelouse, on fait ce qu'on veut. Là, c'est un modeste terrain d'entraînement pour les Toulousains. Car il faut le savoir, à l'Arms Park, on ne s'entraîne pas, on joue. Demain, les Toulousains vont jouer dans un lieu sacré du rugby, forcément, on y pense. Quand on y va pour s'entraîner, qui est vide, et on entend les chœurs s'exclamer, quoi. Donc c'est sûr que ça doit être très émouvant. À l'Arms Park ce matin, Tony veille au grain. Ce matin, le grand Tony avait des invités, les Toulousains. Enfin pas tous, on a juste autorisé les botteurs à prendre leur marque. Les autres, Tony n'en veut pas. Eh oui messieurs, faut pas y aller. Thomas Castagnet lui a de la chance, la pelouse, il y a goûté, il est comblé. La pelouse est extraordinaire, bon, ben, elle est très bien entretenue, elle est chauffée. Bon, pour le climat d'ici, c'est vraiment rare, je pense, de trouver une pelouse comme ça. À ce jour, un seul Toulousain a foulé la pelouse de l'Arms Park en match officiel. Demain après la rencontre, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, les 14 autres ne seront sans doute plus tout à fait les mêmes joueurs qu'avant. Al Pacino, comme promis, à l'affiche pour la première fois avec Robert De Niro dans un film policier à grand spectacle, Hit, le face-à-face entre un flic de Los Angeles et un gangster, deux hommes solitaires et passionnés. Al Pacino est avec nous ce soir pour parler de ce film qui ne sortira que le 21 février. Bonsoir. Bonsoir. Il est en compagnie de son réalisateur, Michael Mann, que nous recevons également. Bonsoir. Et avant de parler avec eux de ce film, voici en exclusivité, non pas un extrait, il n'y en a pas encore, mais la bande-annonce de ce film, Hit. Il est là. Je le sens à plein nez. Tu as besoin de repérer l'odeur de ta proie avant de la traquer. C'est la seule chose qui compte pour toi. Ça me maintient en forme. Je suis à l'affût. C'est ma raison d'être. Si tu veux faire tes preuves dans la ville, tout ce qui a pu entrer dans ta vie, tu dois être capable de t'en débarrasser en 30 secondes, montre en main, dès que t'as repéré un flic dans les parages. Ma vie à moi, c'est la zone. Et tu sais pourquoi? Parce que je passe tout mon temps à courir après les types comme toi dans tout le pays. Je fais ce que je sais faire. Je braque des banques. Tu fais ce que tu sais faire, t'essaies d'arrêter des types comme moi. Tu es comme un mort qui traverse notre vie. Tout ce que j'ai, c'est ce que j'ai pas encore trouvé. Du parrain au temps d'un week-end. Où est-ce qu'on en est? De Raging Bull aux affranchis. Suppose qu'ils connaissent notre numéro, suppose qu'ils connaissent notre adresse, suppose qu'ils nous connaissent. Leurs interprétations sont entrées à jamais dans l'histoire du cinéma. Je veux une surveillance à plein temps, 24 heures sur 24, de nuit comme de jour, ouvert même le dimanche. Aujourd'hui, pour la première fois, les deux acteurs américains les plus prodigieux s'affrontent. Robert De Niro, bonsoir. Donc, c'est la première fois que vous jouez avec Robert De Niro. Et vous avez accepté cette rencontre volontiers, aussitôt qu'on vous l'a proposée? Oh oui, absolument. J'ai lu le scénario d'abord. Le scénario très bien construit. Et c'était la raison principale pour laquelle j'ai accepté, évidemment. Est-ce que de grands acteurs, finalement, ont envie de se rencontrer, de se comparer? Parce qu'on va vous comparer dans ce film. Les personnages sont assez similaires. La manière dont le scénario était construit et qu'il y a deux faces à la même pièce. C'est un peu les deux moitiés d'une même personne, vous savez. Il y a des similarités. Je ne sais pas si on peut les comparer dans ce sens, mais ils peuvent être comparés par rapport à leurs similarités. Ce sont en fait deux grands professionnels. Vous êtes le policier de Los Angeles qui traquait un gangster, Robert De Niro. Ce sont deux êtres passionnés, solitaires, angoissés. Ce sont deux grands professionnels.
Yes. Thank you. Merci. Alors, dans ce film, ça c'est la réponse que n'aiment pas les journalistes. Yes, terminé. Oh, non, I see. non, non. Okay. Non, pas du tout. Mais je vais vous poser une autre question qui a trait à la première. Vincent Hanna, c'est votre personnage. Vincent Hanna, lui, c'est un chasseur plus qu'un policier. C'est un chasseur. Il traque les gangsters, mais à la manière des chasseurs. Yes, that's Oui, true. He is, absolument. C'est un homme qui est mené par son travail. Il est vraiment un chasseur, il chasse ce criminel pour plusieurs raisons. C'est qu'en fait ce criminel représente un criminel qui a une grande aptitude à ce qu'il fait. En fait, il joue, mais il joue bien. Et c'est ce qui fait que le personnage que je joue, en fait, apprécie le défi que ça représente. En français, on dirait il joue au chat et à la souris. Oui, c'est vrai, il joue au chat et à la souris. En fait, sitôt qu'ils se sentent leur odeur à la limite, il y a un côté pervers qui les attire l'un vers l'autre. Michael Mann, vous êtes le réalisateur de ce film. Pour vous présenter aux Français, je dirais, parce qu'on connaît bien la série, que vous avez réalisé Deux flics à Miami, la célèbre série télévisée. Vous avez même réalisé, je crois, quelques épisodes de Starkey et Hutch dans le temps. Oui, effectivement, je me suis occupé de la production pour 2 télévisions. Donc, effectivement, vous avez cité Deux flics à Miami. Et en fait, j'étais même le directeur du dernier film. Est-ce que le face-à-face entre Al Pacino et Robert De Niro a été difficile à organiser pour un réalisateur? Ça ne doit pas être évident de se retrouver avec 2 acteurs comme ça. Oui, bon, il ne faut pas quand même exagérer. Je pourrais dire oui, c'était extrêmement difficile. Mais en fait, je dois dire que grâce aux bonnes volontés des uns et des autres, tout cela s'est bien passé. En fait, ce qu'on a remarqué, c'est que les 2 personnages se sont rapprochés considérablement. Effectivement, ils ont joué au chat et à la souris, comme vous l'avez dit vous-même. Et là, une sorte de relation s'est créé, si vous voulez, de telle sorte qu'on ne jouait plus au chat à la souris, mais ça devenait plutôt un défi, un véritable défi. Mais est-ce que, Al Pacino, lorsqu'on se retrouve avec un autre très grand acteur comme Robert De Niro, on a envie d'aller plus loin, de jouer encore mieux, de se défoncer, comme on dirait en français? Vous savez, je crois qu'on essaye d'être au maximum de sa forme. C'est un acteur formidable. C'est un partenaire extraordinaire. Mais la manière la plus simple, c'est de se dire que c'est un autre travail que l'on fait et on le fait avec tout le sérieux et la même énergie. Je vais peut-être vous révéler quelque chose, Al Pacino, parce qu'à l'occasion des dernières négociations entre Bosniaques et Serbes, c'était à Dayton, dans la Ohio, il y a eu un jour de relâche dans la négociation, et ce jour-là, on a demandé aux 2 délégations ce qu'ils voulaient faire. Ils ont dit, on veut voir le film Hit avec Al Pacino et Robert De Niro. Et ils ont particulièrement apprécié le passage où vous rencontrez tous les 2, où vous observez. Ils ont dit après, eh bien, ce passage, c'est un petit peu lorsque nous parlons entre nous. C'est un peu la même chose. C'est vrai? Oui, on m'a raconté ça. On me l'a raconté. C'est drôle. C'est inouï, en fait, à travers un film, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut atteindre. Oui. Alors, Al Pacino, j'ai regardé votre filmographie. Vous n'avez fait que 30 films, un peu moins de 30 films, alors que vous êtes, votre premier film date de 1969. Vous êtes très dur dans le choix des films? En fait, j'étais plus sélectif quand j'étais plus jeune. Je faisais plus attention. Je suis peut-être moins. Quand en fait on travaille avec des gens comme Michael Mann,
qui ont en fait l'ampleur de personnages avec lesquels on travaille comme ça, c'est ce qui compte finalement. Ce film donne une idée, une image encore très violente de l'Amérique. C'est tourné en extérieur à Los Angeles. Est-ce que finalement aux États-Unis aujourd'hui on se demande si c'est la réalité qui ressemble à la fiction ou bien la fiction qui ressemble à la réalité? On se demande si les Américains n'imitent pas leur cinéma. Enfin, de mon point de vue, peut-être que Michael n'éprouve pas la même chose. Mais si on veut parler un peu du genre de ce film, c'est vrai que c'est pas un film, c'est pas un genre, mais il y a des films qui ont été faits dans le passé similaires, comme Asphalt Jungle, ou bien du rififi chez les hommes. Ce sont des films qui ont inspiré peut-être justement ce film. C'est pas non plus atypique de ce qui se passe à Los Angeles, mais ce sont des choses qui aussi se sont passées avant. Merci Al Pacino. Vous avez un autre film qui va sortir, c'est Richard III, que vous avez interprété et réalisé, qui va sortir l'année prochaine. Oui, c'est exact. En fait, ça s'appelle Looking for Richard. C'est un documentaire, en même temps que c'est un drame. Ce sont des acteurs américains qui essayent en fait de monter une pièce de Shakespeare et d'en faire une pièce. Merci Al Pacino, merci Michael Mann, merci à tous les deux. Je répète que votre film, et merci d'être venu chez nous en exclusivité, votre film sortira au mois de février en France. Ça s'appelle Hit, c'est donc un thriller américain avec Al Pacino et Robert De Niro. Voilà, ce journal est terminé. Dans un instant, la météo. Ensuite, Nagui. Et n'oubliez pas votre brosse à dents. Ensuite, 23h15, rendez-vous avec les Vampes pour 60 minutes de rire, c'est sûr. 0h15, le dernier journal présenté par Florence Dochet. Quant à nous, on se retrouve demain à 13h et demain soir à 20h avec Richard Berry et Josiane Balasco notamment. Au revoir, bonne soirée sur notre chaîne.